Bonjour à tous. N'hésitez pas si vous voulez descendre, il y a de la place, donc vous pouvez descendre. On va avoir une petite table ronde autour de l'éducation partagée ou on pourrait dire aussi la communauté éducative. Sur le principe, vous l'avez peut-être déjà entendu, le proverbe africain dont tout le monde parle, comme quoi il faut un village pour élever un enfant. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger avec les trois personnes qui sont ici, que je laisserai se présenter. Donc, moi, je dis que les prénoms, parce que comme ça, ils se prononceront. C'est pas que je sais pas les noms de famille, hein, je les connais. C'est juste que chacun est suffisamment grand pour se présenter. Donc, Marina, Léo et Christian, qui sont là et qui vont intervenir pour dire et présenter ce en quoi on contribue tous à l'éducation de chaque enfant ou comment on devrait contribuer à l'éducation de chaque enfant, qu'on soit politique, qu'on soit parent ou qu'on soit aussi de l'environnement proche ou l'environnement plus éloigné. Toutes les parties prenantes de la société doivent contribuer à l'éducation. Et l'idée, c'est que vous repartiez avec quelques idées de choses que vous pouvez mettre en place ou des interpellations que vous pouvez faire justement pour créer une dynamique où le mot « faire société » est pleinement incarné par tout le monde. Voilà, je vais laisser déjà les intervenants se présenter. Marina ? Super, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marina Pézeril. Donc, je suis professeure des écoles détachée au sein de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, la MGEN, pour une mission qui a en charge l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et à ce titre, j'anime et je pilote des partenariats avec des structures de l'économie sociale et solidaire qui peuvent participer à la coéducation et qui participent à la coéducation, d'où ma présence aujourd'hui. Donc, je m'appelle Léonard Vonetzel, on se connaît déjà pour avoir animé plusieurs moments de table ronde et de conférences. Là, j'ai été invité pour justement un de mes domaines de spécialité qui est l'accompagnement à la parentalité, ce dont donc on va parler. Et je travaille avec la MAIF sur différentes thématiques, notamment la question du handicap, des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, et puis prochainement un nouveau dossier que nous allons pouvoir ouvrir qui porte spécifiquement sur la question de la parentalité aujourd'hui. Merci Léo. Moi je suis Christian Ponsol, j'exerce diverses responsabilités à la MAIF et je suis là aujourd'hui au titre du président du Fonds MAIF pour l'éducation qui est très en lien avec tout le secteur associatif. Merci beaucoup de vos présentations succinctes. Et moi, en 2 mots, je suis Béatrice Bayot, je suis directrice de la Fédération des écoles des parents et des éducateurs. Mais je suis là en tant qu'animatrice, donc j'essaierai de ne pas prendre trop de place. Christian, en quoi, en fait, on va commencer par la politique. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Vous savez, il y a le projet de loi de finances là, qui stresse un peu tout le monde. En quoi, justement, les politiques publiques doivent contribuer en quoi elles ont un impact sur l'éducation et quelle devrait être leur place, je dis bien devrait aussi, c'est-à-dire il y a ce qui existe et puis ce qu'on pourrait attendre. Alors bien sûr, l'État, number one. Un petit rappel, l'État au niveau de l'éducation nationale, puisque je vois qu'on a des jeunes dans la salle, donc c'est ça qui les concerne au premier chef. En 2023, l'État a consacré 190 milliards d'euros au budget de l'éducation nationale. Et comme vous le disiez, on a la discussion budgétaire et on voit que ce sont des sommes colossales et que malheureusement, il y a des coupes qui vont être faites dans ce budget-là. Ça représente quand même 6,7% du produit intérieur brut, ça veut dire la richesse de la France. On y consacre presque 7% à l'éducation. Et malgré tout, il nous manque toujours des professeurs. Il nous manque toujours des professeurs parce que ils sont mal rémunérés, parce que
il y a des problèmes de formation et le métier n'est plus attractif. Et ça, c'est un vrai danger parce que demain, si on n'a pas des professeurs, des enseignants en face des élèves, qui va s'occuper d'eux? Il faut faire attention à cela parce qu'on pourrait s'appuyer sur ce constat pour essayer de faire une éducation qui ne serait plus nationale. Et ça, c'est un véritable danger, je pense, sur lequel il faut être très, très, très vigilant. Alors, bien sûr, il y a l'État, il y a les régions, il y a les départements, il y a les communes aussi au niveau des écoles primaires qui interviennent. On dit qu'un élève du primaire, il revient à 8 450 € annuels en charge pour l'État. Un étudiant, c'est plus de 13 000, bien évidemment. En comparaison, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se fait dans les autres pays d'Europe. Et on voit que, paradoxalement, bien, la France n'est pas dans le peloton de tête par rapport aux sommes consacrées à l'éducation. Vous avez à peu près 5,4% en richesse, alors c'est un peu complexe, mais richesse PIB consacrée à l'éducation, qui englobe d'autres choses que le 6,7 dont j'ai parlé tout à l'heure, en moyenne. Et donc, on a des pays du nord de l'Europe qui consacrent beaucoup plus d'argent à l'éducation que la France. On a quand même 851 000 enseignants en France. Et si on compte tous les personnels de l'éducation nationale, les infirmières, les assistantes sociales, les administratifs, on arrive à 1 200 000 personnes. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très important. Mais l'État, il a, au-delà de vous fournir cette éducation à travers l'école, il a aussi une autre mission qui est souvent oubliée, c'est qu'il doit s'occuper, il a une politique de priorité de la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Il doit favoriser l'accompagnement des parcours de jeunes vers l'autonomie. Alors, à travers la chose scolaire, bien évidemment, mais à travers aussi bien d'autres choses, l'éducation à la santé, à la formation et à l'insertion, et puis aussi au logement, à la santé. Vous savez qu'il y a un grand débat en France sur lequel on n'arrive pas à trancher, c'est quand un jeune arrive à sa majorité, est-ce qu'on doit lui donner un revenu, une sorte de salaire, si vous préférez, qui lui permettrait de continuer ses études, mais aussi d'être autonome et lui permettrait de faire cette passerelle ensuite vers la vie d'adulte. Donc voilà des chantiers qui sont particulièrement importants et on s'aperçoit que l'État n'est pas au rendez-vous. Et quand je dis l'État, je ne fais pas de politique, quels que soient les partis au pouvoir. Je voudrais terminer par cela. Il y a un rapport qui vient de sortir, c'est tout récent, c'est le 8 octobre. C'est le Conseil économique, social et environnemental. Alors, ce n'est pas très connu. Vous avez les sénateurs, vous avez les députés, puis il y a une chambre annexe qui s'appelle le Conseil économique et social et environnemental et qui fait régulièrement des rapports sur des sujets, des thématiques sociales. Et là, il vient donc de rendre ce rapport le 8 octobre où il alerte, et je reprends les mots, il alerte sur le désengagement de l'État vis-à-vis de la jeunesse et il propose la création d'une stratégie interministérielle sur, au sens large, ce qu'on appelle la protection de l'enfance. Mais dans tous les secteurs que j'ai cités. Ça veut bien dire qu'on n'est pas au rendez-vous et que l'État, malgré les sommes considérables que j'ai citées par rapport à l'éducation nationale, n'englobe pas toutes ces choses qu'il faut pour construire d'abord un enfant, j'allais dire un tout petit, un enfant, un adolescent et aider à ce passage vers l'âge adulte. Merci Christian. Et ça souligne le nécessaire travail en interministérialité, c'est-à-dire entre ministères, pour justement contribuer efficacement à de l'éducation. C'est comme, alors là je vais m'adresser juste aux jeunes, mais c'est comme si vous faites un exposé et que vous faites chacun votre partie de votre côté, et à la fin vous rejoignez toutes vos parties et vous dites « Ah mais j'ai fait doublon, en fait tu as écrit la même chose que moi ». Ou l'inverse, potentiellement. Bon, c'est un peu dommage, parce que conclusion, c'est pas cohérent.
Bon ben voilà, on est un peu face à ce constat-là. Alors je vulgarise à l'extrême, mais voilà, c'est un peu ça qui se passe. Et ça se passe entre les ministères et entre le national et le local. Donc on voit qu'il y a des progrès à faire et les restrictions budgétaires, malheureusement, ne vont pas aider à porter l'éducation au niveau où ça devrait aller. Après, je vais arrêter parce que sinon, je vais finir par faire de la politique et ça ne va pas le faire. Est-ce que vous souhaitez ajouter, Marine ou Léo, quelque chose sur ce point-là ? Non. Eh bien non. Alors, comme on n'a que 3 quarts d'heure, on ne va pas se battre. Hein. Et je vais cette fois-ci interpeller Léo. Parce qu'il y a le cadre général dans lequel on évolue, mais en fait, un enfant, son premier lieu d'éducation, c'est sa famille et c'est ses parents. C'est une évidence, mais est-ce que c'est facile d'être parent aujourd'hui ? Est-ce que comment on est parent et comment on a des ressources ou comment on va chercher des ressources face aux questions d'éducation qu'on peut se poser ou qu'on est amené à se poser parce qu'on ne sait pas comment un enfant va évoluer. Léo ? Oui, alors c'est une très bonne introduction. Figurez-vous qu'initialement, je n'étais pas prévu sur cette table ronde. J'ai accepté avec grand plaisir l'invitation qui m'a été faite sur cette thématique qui est passionnante. Et je viens seulement à l'instant de trouver les 4 points en fait, qui vont structurer ce que j'aimerais dire. Je vais évidemment faire une synthèse parce que nous avons très peu de temps. Le premier point, et aujourd'hui nous avons tous entendu parler d'un mot qui n'existait pas il y a quelques années, qui n'existait pas pour nos grands-parents, encore moins pour d'autres, qui est la parentalité. Et aujourd'hui, dès lors qu'on sait qu'un enfant va venir au monde, on est propulsé dans un nouveau statut, dans une nouvelle identité qui relève de ce grand mot qu'on appelle la parentalité et qui n'est pas une petite chose, car ça peut venir impacter l'entièreté de l'existence d'un individu dès lors qu'on le sait qu'il va exister jusqu'à son enfance, son adolescence, etc. Et à nouveau, c'est un domaine qui fait l'objet d'un traitement médiatique considérable. Si vous êtes un tout petit peu connecté, vous avez pu voir des débats épouvantables l'an dernier avec des partisans d'une certaine forme de parentalité contre une autre, les premiers étant évidemment les gentils, les autres les méchants. On y reviendra. Mais tout ça, on se demande, mais comment est-ce arrivé ? Comment se fait-il que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et tous ceux qui venaient avant, s'inscrivaient globalement dans un état de fait, c'est qu'un enfant arrivait, il en suivait d'autres éventuellement, et puis on conduisait tout ça, et finalement on n'avait pas de rupture de paradigme telle que celle qu'on a connue ces dernières années. Et là on assiste véritablement à une rupture, et comme très souvent avec les ruptures aussi majeures de paradigme, nous assistons à une crise. Donc, comment ça se fait ? Il se fait que la parentalité a ceci de très particulier dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, que c'est un choix, que c'est devenu un choix. Vous avez entendu Bruno Imbeck vous parler hier de harcèlement et de résilience. Il a fait de très bons travaux, notamment sur ce qu'on appelle l'hyperparentalité, qui consiste dans le fait que lorsqu'on apprend qu'un enfant peut venir au monde, on a le choix. C'est un choix parfois très difficile, c'est une grande avancée humaine pour de nombreuses raisons que d'avoir ce choix, et néanmoins il y a son corollaire dans le réel et dans le réel psychique des gens. Nous avons le choix, et à partir du moment où je fais le choix que cet enfant vienne au monde, ma responsabilité n'est plus la même. J'ai fait ce choix, je suis responsable de quelque chose, et j'ai un projet d'enfant. Ne dit-on pas... Nous avons le projet de faire un enfant. Et là, on voit aussi comment une certaine logique est une logique du management et qui est une logique de l'entreprise. Vous allez voir ce qui va nous mener progressivement au merchandising de la parentalité. Comment une logique de l'entreprise vient s'infiltrer dans quelque chose entre le parent et l'enfant, et comment est-ce que finalement, d'un choix naît un projet, et je deviens futur parent et donc gestionnaire de projet. Donc j'ai plutôt intérêt à bien le gérer, mon projet. Donc ça n'est pas du tout la même pression qui est mise sur moi, parce que peut-être que je vais être un bon gestionnaire et peut-être que je vais être un mauvais gestionnaire. Donc de cette parentalité en tant que projet, premier point dont je voulais parler, découle le deuxième point. Bon ou mauvais parent, choisis ton camp, camarade, aurait-on dit à l'époque. Parce que là s'offrent 2 offres à vous.
ou bien vous allez être un bon parent qui va être dans les clous d'une bonne parentalité, et alors bien entendu, vous allez vous ranger du côté de la parentalité positive, bienveillante, parce que déjà c'est positif, et puis ensuite c'est bienveillant. Donc vous n'allez quand même pas être un parent négatif, malveillant. Hein. Et néanmoins, si on écoute le camp adverse, il vous dira attention, parce que le laxisme extrême vous guette, l'absence de limites, revenons-en à des modèles plus autoritaires et plus verticaux. Et là, on a toute l'école, Caroline Goldman et compagnie, il vous suffit d'allumer la télé ou d'ouvrir les... pour vous dire que non. Le bon parent est celui qui mettra des limites à son enfant. Donc, vous êtes où entre les deux ? Sachant qu'actuellement, les deux camps, moi je suis un peu dans l'intimité du truc, ils en sont au procès pour diffamation. Hein. Donc le désaccord est majeur, vous comprenez. Et nous avons, nous, ces parents, qui arrivent en nous disant « mais j'écoute qui en fait ?» Mon mari qui veut mettre des limites aux enfants, je leur dis « non, laisse-leur leur liberté, tu as bien entendu, il faut qu'ils soient autonomes. » Et mon mari me dit « mais ma femme m'a ôté toute possibilité d'autorité, donc les enfants font n'importe quoi. » Comprenez ? Et ce que je vous dis là, je pense que l'écrasante majorité des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes pour enfants et pour familles vous diront c'est une hécatombe. On pourrait faire presque une consultation sur 3 qui porterait quasiment là-dessus spécifiquement, à savoir remettre des parents à leur place. Donc, bon ou mauvais parents, je pense que c'est une mauvaise question et je vais vite pour conclure. Il y a un troisième mouvement qui termine de mettre les parents en hésitation, c'est la question de la médicalisation de l'enfance. Je ne vais pas aller trop loin par rapport à ça, mais s'il y a des enseignants aujourd'hui, vous savez que dans votre classe, ils ont forcément ou bien un trouble 10 ou bien un TDAH, et puis qu'ils sont évidemment tous au potentiel intellectuel. Ça procède d'une histoire assez longue, qui est l'histoire de la santé mentale, qui est aussi l'histoire des législations depuis 20 ans en France jusqu'à nos jours, qui ne délégitiment en rien l'importance de médicaliser les enfants, mais on se demande parfois si les mêmes problèmes de parentalité qu'on a soulignés juste avant ne vont pas prendre un habit médical, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de s'en occuper dès lors qu'on a un diagnostic, plutôt que d'essayer de trouver une épouvantable réponse à la question « qu'est-ce qu'un parent suffisamment bon ?» Ce qui m'amène à mon dernier point avant de passer la parole, vous voyez, c'est synthétique, c'est un conseil extrêmement simple et pratique, moi, que je peux donner à beaucoup de parents lorsque se pose ce type de questions, qui relève de ce simple constat, c'est que nous sommes dans un bruit assourdissant de conflits, de débats, de médicalisation, de technicisation de cette question, de cette parentalité, dont vous avez bien compris, il faut sortir vainqueur en tant que gestionnaire de projet. Hein. Eh bien, je crois qu'il est possible, de bien avoir conscience que derrière une bonne partie de cette problématique, il y a un merchandising qui est actif. Quand on demande à qui profite le crime, généralement la réponse qui suit, c'est « suivez l'argent », et puis on a à peu près la solution. Mais ça ne nous amène pas au positionnement concret des parents en tant que tels. Parce que, et là c'est vraiment de l'intimité professionnelle, vous savez, quand on interroge des parents, fussent-ils les plus démunis possibles sur le plan cognitif ? Vous voyez ? Comme ceux que je peux recevoir, avec 3-4 enfants en situation de handicap, les dossiers MDPH, les écoles, les trucs et les machins qui vous disent à la fin « Ah mais quand même, le papa, il a mis une fessée, est-ce que ça fait de lui un mauvais papa ?» et qu'il faut apporter une réponse à ce genre de questions. Donc, fussent-ils les plus démunis cognitivement possibles, vous leur posez la question « La petite voix à votre oreille, elle vous dit quoi ?» Et je vous garantis que dans quasiment 100% des cas, eh bien, les parents vous disent ce que leur dit la petite voix à leur oreille. Alors, ils ne sont pas schizophrènes, hein. C'est cette petite intuition immédiate, Descartes aurait parlé de petite perception, que nous avons lorsque nous nous posons une question, c'est juste avant que le bruit de l'intellectualisation vienne brouiller les cartes. C'est quoi la tendance initiale ? Qu'est-ce que votre ventre vous dit ? Voilà. Et il me semble que les avancées, très positives pour certains aspects, beaucoup moins pour d'autres, ont brouillé l'intuition parentale immédiate, et que je pense que s'il faut revenir ou venir à une certaine position, c'est à rappeler aux parents qu'ils sont les meilleurs experts de leurs enfants et que fondamentalement dans leur trip et dans leur cerveau de parents, eh bien, ils ont la réponse.
Ils ont peut-être été dépossédés culturellement de quelque chose, économiquement aussi, narcissiquement aussi, mais que dans le fond du fond, dans la majorité des questions qui se posent, de manière immédiate, la plupart des parents ont la réponse. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer. Merci beaucoup Léo. Effectivement, en 10 minutes, c'est des milliards de sujets qui sont soulevés, mais c'est très riche. Et effectivement, on peut retenir en tout cas qu'il n'y a pas de parents parfaits, et tant mieux. Ça évite que les enfants croient qu'ils doivent devenir parfaits, et on serait dans un gros monde de névrosés. C'est déjà pas mal comme ça, donc voilà, c'est un point important. Donc il y a le cadre politique, local et national, il y a les parents qui contribuent directement à l'éducation des enfants, mais ça ne s'arrête pas là, puisque vous n'êtes pas seul au monde. Les enfants, ils ne sont pas seuls au monde, les parents non plus. Et en fait, il y a tout un cercle complémentaire, et ça peut être le second cercle, mais parfois ce second cercle est le premier, parce que ça dépend comment on grandit. Et Marina va nous dire un petit peu, va partager en tout cas en quoi les autres cercles peuvent... quand on préparait, on a parlé d'éducateurs secondaires, hein, j'aime bien le terme aussi, et en quoi chacun peut contribuer à sa place aussi à l'éducation de l'enfant. Alors en effet, après la prise de parole de Léo, j'allais commencer en disant « Parents, vous n'êtes pas seuls ». Il y a des relais dans un deuxième temps quand l'enfant grandit et des éducateurs, un cercle secondaire d'éducateurs qui comptera pour les enfants de manière très forte. Donc comme je l'ai dit, je suis investie au sein de la mutuelle de l'éducation nationale, bon maintenant un petit peu plus large au sein de la fonction publique. Et à ce titre, la mutuelle a décidé et s'investit beaucoup dans des partenariats auprès de ce cercle secondaire d'éducateurs. Donc, pour vous dire un peu ce que c'est, il y a déjà l'école. Quand on rentre à l'école, on est tout d'un coup éduqué par d'autres personnes aussi qui viennent en soutien des parents. Alors, ça ne suffit pas. L'école fait aussi appel à des associations qui viennent en soutien. Donc, nous, MGN, on soutient des associations comme l'ADOZEN, qui mène tout un travail réflexif auprès des scolaires pour justement pouvoir leur amener la capacité d'être en adéquation avec la société, de pouvoir vivre en tant que petits citoyens, avec des amis qui participent aussi à ce cercle secondaire des éducateurs. Les amis sont aussi des éducateurs de par tout ce qu'ils amènent comme richesses qui sont différentes de ce qu'on peut vivre au sein de nos foyers chacun. Et l'ADOZEN, justement, grâce au service civique, intervient en classe et grâce à des débats mouvants, enfin vraiment des formats innovants d'animation de séances sur le vivre ensemble, essaie de créer un climat justement très solidaire et très agréable pour l'élève pour qu'il puisse trouver sa place au sein de groupes d'amis, au sein de sa classe, au sein de la société en règle générale. Alors, la mutuelle ne soutient pas que cette association. Je voulais aussi parler d'une association qui s'appelle l'ESPER, qui est une association qui œuvre pour valoriser les valeurs de la République et aussi une valorisation de l'économie sociale et solidaire, et qui intervient dans les classes avec, pareil, des formats très dynamiques de séances scolaires pour justement porter aux élèves la connaissance de ce qu'est l'économie sociale et solidaire, qu'il y a d'autres formes de s'investir dans la société, d'entreprendre, d'être avec l'autre, d'être au monde, même plus largement, et des choses qu'on n'a pas forcément au sein des familles, parce que ce n'est pas une économie très connue, mais il existe beaucoup de métiers maintenant dans tous les domaines, que ce soit la mode, que ce soit la com, que ce soit l'économie, le réemploi, et on peut s'investir dans une économie qui permet de souffler, où la rentabilité et l'appât du gain, excusez-moi, n'est pas au cœur du projet. Donc cette association, l'ESPER, elle intervient aussi auprès des enseignants pour les soutenir dans leur mission d'éducation. Et puis on soutient aussi beaucoup, nous, mutuelles,
donc structure de l'ESS aussi. On soutient aussi beaucoup les associations sportives qui interviennent en milieu scolaire. Parce que oui, les associations sportives font aussi des milieux où il se passe beaucoup de choses et où l'enfant est aussi éduqué. Ces associations, elles font partie de ces cercles secondaires d'éducateurs. Et on soutient l'UNSS qui intervient en milieu scolaire beaucoup, qui met en place des crosses, des journées de l'athlétisme pour vraiment favoriser le sport et donner une autre vision aussi du monde aux élèves, apporter des compétences différentes. On soutient l'UCEP aussi, pareil, qui intervient dans les établissements scolaires. Et puis on soutient aussi des associations un peu différentes comme Colosse au pied d'argile, donc qui est, vous connaissez peut-être l'histoire de ce grand sportif qui malheureusement a subi des agissements pas corrects de la part d'adultes et qui a créé son association et intervient dans les milieux scolaires pour aussi prévenir, éduquer les jeunes à se prévenir eux-mêmes, à acquérir un pouvoir d'agir et une capacité à être eux-mêmes leurs propres éducateurs. Donc ce cercle de la famille est vraiment secondé par des dizaines d'éducateurs, en effet. Merci beaucoup, Marina. Et effectivement, enfin, le monde associatif, qui soit culturel, l'éducation par la culture, l'éducation par le sport, l'éducation par la rencontre avec les autres, mais aussi les associations qui soutiennent et accompagnent les familles face à... On parlait, Léo soulevait les questions de santé mentale, par exemple. On a parfois besoin d'être accompagné quand notre enfant ne va pas bien, ou l'enfant a besoin d'être accompagné quand il ne va pas bien. Et l'idée, c'est de pouvoir être là, et les associations sont une réponse, entre autres, à cette question d'éducation, y compris peut-être, on peut revenir un petit peu, Christian, sur les questions d'être là aussi pour l'accompagnement de proximité et un peu inclusif, c'est-à-dire pour les enfants qui sont confrontés soit à un isolement géographique, soit à des difficultés liées au handicap, par exemple, des initiatives que vous avez pu avoir. Oui, le tissu associatif est particulièrement fécond dans notre pays, et j'ai souvent coutume de dire que la fracture sociale serait bien plus grave s'il n'y avait pas tout ce tissu associatif. Alors ça se manifeste de différentes façons. Depuis des années, la politique de la ville a fait beaucoup pour les banlieues, les QPV, tout ce qui est l'éducation prioritaire, mais on a tendance maintenant un petit peu à oublier tout ce secteur rural ou semi-rural, et on voit les conséquences en termes d'élections publiques, avec les résultats où dans ces territoires, le Rassemblement national a de grosses voix, un nombre important de voix. Donc il est important d'aider ces territoires. Ça peut se manifester par le biais donc d'associations. Ça veut dire qu'au niveau local, on peut aller aider, on peut favoriser par le biais d'associations qui interviennent pour lutter contre l'illectronisme, par exemple, dans ces territoires ruraux. On va soutenir aussi au niveau des enfants en situation de handicap tout un dispositif qui va permettre, de les aider, mais surtout, très important, de faire comprendre aux autres enfants dits, je mets des guillemets, normaux, ce que vivent les personnes et les enfants en situation de handicap. Donc, on a une opération qui a beaucoup de succès, qui s'appelle les Journées extraordinaires, où on vient dans un collège et pendant une journée, il n'y a pas classe, classique, donc les élèves sont très contents, et on va participer à des ateliers. On va faire du sport en fauteuil roulant, on va avoir des parcours aménagés en fauteuil roulant, on va peindre à l'aveugle, on va faire quantité de choses et on va discuter avec des adultes ou des jeunes en situation de handicap. Et il y a tout un travail aussi sur le handicap invisible. Et donc ça permet de reconnaître l'autre. Ça permet aussi, dans ce monde un peu cruel qui est le nôtre, de pouvoir accepter l'autre dans sa différence. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous manque. Je dirais qu'à l'heure actuelle, notre monde manque singulièrement d'humanité. Mais comme il faut toujours être optimiste, moi je trouve qu'on est finalement dans la première partie
premier quart de ce 21e siècle. Et Léo pourra compléter parce que je pense qu'il en sait plus que moi sur ce sujet. Mais finalement, il y a 125 ans, l'enfant n'était pas une personne. L'enfant, et je le dis pour les jeunes, l'enfant n'avait pas de reconnaissance en termes de droits. Ben, l'enfant, il bossait dès son plus jeune âge. Il n'avait pas de statut. Et il a fallu attendre les années 20 quasiment pour que l'enfant existe, qu'on se préoccupe de lui. Et donc, je trouve que là, c'est un beau moment d'espoir. Et la parentalité, c'est pas facile d'être parent. Souvent, quand on est jeune, on y est passé, à l'adolescence, on râle contre nos parents. On a envie de leur rentrer dedans, si vous me permettez l'expression. Et puis, quand on grandit, et quand nous-mêmes on devient parents, on mesure toute la difficulté de la tâche. Et peut-être que les années aidant, avec les évolutions sociologiques, c'est peut-être encore plus difficile que les années antérieures. Donc, il y a cette volonté, je crois que si on continue à partager entre soi, à discuter dans les familles, je pense qu'on pourrait lever beaucoup d'ambiguïtés. Et l'une des choses où, à mon avis, on n'est pas encore au rendez-vous, c'est dans la relation parents et parents d'élèves et professeurs. C'est un vieux débat qui agite le monde scolaire depuis des années. Il y a eu des progrès, bien évidemment, mais je crois qu'il y a encore beaucoup à progresser pour se comprendre et pour finalement faire qu'on tire tous dans le même sens pour favoriser l'éducation au sens large de l'enfant, plutôt que d'être dans des rapports de force, comme malheureusement ça se voit de plus en plus souvent. Oui. Alors, oui, je rebondis volontiers sur ce que tu dis, Christian. Déjà, le premier point, c'est que je ne peux que rejoindre ton optimisme qui est tout maïfien et que je connais bien. C'est qu'effectivement, le statut de l'enfant, en l'espace de quelques années, a énormément changé, puisqu'il est passé d'un être qui n'avait pas voix au chapitre, qui n'existait pas, à un individu quand même qui pouvait descendre à la mine, et puis un jour qui pouvait être instruit. Et puis encore, qui a véritablement un statut d'individu. Le bébé a suivi une évolution. Il y a encore 40 ans, on parlait du nourrisson, le bébé était un tube digestif. On a parlé du bébé assez tard, finalement. Il a été considéré comme ayant une âme relativement récemment, avec la pédopsychiatrie française des années 70. Donc, bien entendu, il y a ces évolutions-là. Et moi, je te rejoins sur cette question du décloisonnement fondamental pour la question du partage, parce que tu évoques la question de l'éducation nationale, et qui a été évoquée d'ailleurs hier, et notamment de cette culture d'une éducation nationale de l'école intouchable. Est-ce que pour autant une école intouchable est une école qui ne partage pas avec les autres cercles, qui viennent éduquer ? Il faut tout un village pour éduquer un enfant, je suis tout à fait d'accord, mais si les différentes strates du village sont cloisonnées, qu'il y a des sillons avec des herses entre les strates du village, ça pose un souci. Et je pense qu'on a encore des progrès à réaliser, peut-être du point de vue de la peur qu'il ne faut pas avoir des uns et des autres. À nouveau, moi, je suis très là-dessus, mais je trouve que la technicisation des débats peut engendrer des mécanismes de crispation entre les différents acteurs. Et à partir du moment où arrive de la crispation, l'anxiété n'est jamais très loin. Et derrière l'anxiété, des mécanismes de repli, des mécanismes de silence. Et puis, ça peut d'ailleurs même se terminer dans les urnes, comme on le sait, plus récemment. Donc, moi, je te rejoins tout à fait sur cette question du décloisonnement et des partages, et bien entendu sur l'idée qu'un enfant seul, ça n'existe pas. La formule initialement est de Winnicott qui disait « un bébé seul, ça n'existe pas », au sens où il faut un appareil psychique parental, mais en fait, le psychique parental, ça n'est pas que le parent biologique ou le parent psycho-affectif, c'est le caregiver, celui qui prend soin, c'est celui qui apprend, c'est celui qui montre l'exemple, c'est celui qui montre la voie, et bien entendu que l'éducation d'un enfant dépasse très largement la sphère du foyer familial et qu'il est indispensable que l'enfant, en tant que citoyen de demain, puisse se construire, mais avec un village qui soit, je dirais, le plus pacifié possible les uns par rapport aux autres, de manière à ce que, même en cas de désaccord, eh bien, au moins ça circule. Merci beaucoup. J'aurais une dernière question avant de passer à la question. Est-ce que, si vous avez, des questions dans la salle, est-ce que, selon vous, l'entreprise, ce monde privé qui, parfois, justement, ne fonctionne pas toujours dans le sens des valeurs qui peuvent être
en lien avec celle de l'ESS, justement. Est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer dans l'éducation des enfants? Alors, l'entreprise... Pour la question. Comment tu complètes? L'entreprise privée a un rôle à jouer dans l'éducation des enfants, bien évidemment, et elle en joue un. Il y a de nombreux détachés au sein de grandes entreprises françaises qui viennent dans les écoles par des associations qui ne sont pas forcément à but non lucratif et qui ne font pas forcément partie de l'ESS, mais malgré tout, les grandes entreprises interviennent dans les écoles pour donner aussi envie aux élèves de devenir des citoyens économiques, si je puis employer ce terme, c'est-à-dire qu'ils puissent agir dans la société économique, avoir un travail, consommer. Mais je pense que, oui, les entreprises privées, enfin, à titre personnel, ont vraiment des pas à faire, mais elles le font. On ne peut pas généraliser parce que ce serait trop facile. Opposer l'économie classique et l'ESS, ce serait trop facile. Il y a déjà des pas vers les écoles et des vraies volontés, justement. Elles ont les problèmes d'attractivité dans certains domaines d'activité. Et donc, elles réfléchissent vraiment dès le plus jeune âge à venir voir les élèves pour les former aussi, enfin pour les acculturer aussi au monde du travail. Je pense qu'il y a une dominante aussi, c'est qu'un certain nombre d'entreprises, en favorisant le travail des parents, peuvent rendre un grand service à la cellule familiale. Alors ça passe pour quelque chose qui est très à la mode, le télétravail. Voilà, moi j'ai la chance d'être dans une entreprise qui défend cette valeur-là. Et chez nous, les salariés peuvent prendre jusqu'à 3 jours par semaine de télétravail. C'est le record, quasiment. Voilà, 3 jours. Mais ça veut dire aussi, quand on a des enfants malades, accorder un certain nombre de jours. On distingue les enfants malades d'un enfant qui va subir une intervention chirurgicale où on va aider nos salariés. Enfin, il y a plein de dispositifs, et notamment pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap, il y a plein de dispositifs aidants. Voilà le sens que peut prendre une entreprise. Après, je ne voudrais pas aller sur un sujet plus politique qui fera l'objet de la table ronde qui suit. Donc voilà. Mais il y a vraiment des possibilités, si on le veut, pour aider la structure familiale et notamment, on sait bien qu'à l'heure actuelle, en France, ce sont majoritairement des familles monoparentales, avec souvent, là encore, la maman qui a en charge les enfants. Donc il y a quantité de choses qui peuvent être faites pour aider dans le monde de l'entreprise, si tant est qu'on le veuille. Rina, Alors je voulais juste ajouter aussi la capacité des entreprises à prendre à leurs frais les adhésions à des associations pour certaines entreprises de l'économie, que ce soit classique ou de l'ESS, et qui permettent à des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'inscrire leurs enfants à une activité sportive de les prendre en charge. C'est aussi un pas, enfin il faudrait le généraliser, que ce soit de plus en plus la règle, mais qui permet aux enfants d'avoir accès justement à cette éducation dite du cercle secondaire. Merci beaucoup. En 3 quarts d'heure, on a balayé. On ne peut que balayer ce sujet qui est très vaste. Mais on a un peu vu finalement que, quelle que soit notre place, on contribue directement et indirectement à l'éducation de tous les enfants en tant que parents, en tant que citoyens, en tant que professionnels, salariés, en tant que bénévoles ou investis dans des associations, en tant qu'amis, Voilà, en fait, on contribue tous à l'éducation et c'est vraiment le principe là de la coéducation, de faire ensemble pour le bien de chacun, et ça donne un peu sens au mot faire société et solidarité qu'on oublie un peu beaucoup en ce moment. Alors, avant de finir, vous avez peut-être quelques questions, donc n'hésitez pas. Je ne vois pas grand-chose, mais je peux monter pour si vous souhaitez. Ah, ben alors, je n'ai pas besoin de bouger, mais n'hésitez pas. Ça peut être des questions ou des remarques complémentaires. Merci. Alors, ce sera la seule remarque que nous prendrons, puisque nous avons des contraintes horaires. J'arrive.
Oui, bonjour, je suis kinésithérapeute et responsable d'un service qui intervient auprès d'enfants en situation de handicap. Ma question, c'était pour rebondir sur la question de l'entreprise privée et de son intervention. Est-ce qu'on peut se prémunir peut-être des arrière-pensées, alors sans tomber dans le manichéisme privé-public ou économie sociale et solidaire et capitalisme, mais est-ce qu'il ne faut pas être vigilant à certaines arrière-pensées que pourraient avoir des entreprises privées? Merci. Alors, peut-être vous... Non, gardez votre micro, monsieur. Je pense que vous pouvez détailler. Moi, j'ai quelques éléments de réponse, mais je vais laisser... Qu'est-ce que vous entendez par mauvaise intention? Je ne sais pas, par exemple, un peu de marketing ou de faire passer une vision du monde peut-être particulière ou du placement produit, etc. Qui? Alors, je pense qu'il faut toujours être vigilant dans l'absolu. Je pense quand même qu'on a dépassé ces choses-là, enfin, du moins je l'espère. Et notamment au niveau de l'école, c'est très codifié. Et il y a quelques années, et il y a des marques, très précisément, que je ne citerai pas ici, bien évidemment, qui ont voulu pénétrer le milieu scolaire pour influencer les enfants. Parce qu'après un enfant, souvent, il va faire les courses avec ses parents et il va... excusez-moi, mais insister plus que fortement auprès de son papa ou de sa maman pour acheter le produit X. Donc, il y a eu une mise en ordre, il y a eu des directives très strictes données au sein de l'éducation nationale pour éviter ces errements. Je pense qu'après, il ne faut pas, comme vous le disiez, il n'y a pas de manichéisme, il ne faut pas opposer privé, public, etc. Il ne faut pas non plus partir du principe qu'il y a de mauvaises intentions à chaque fois, parce que autrement, ça va renforcer les antagonismes et ça ne va pas nous aider à faire société et à vivre ensemble.